Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Julien Maldonato. Comment vas-tu, Julien? Bonjour Jean, je suis ravi de partager ce petit moment ensemble. Ravi de t'avoir. On sait que c'était difficile de t'avoir parce que tu as un gros planning, Julien. Donc vraiment, merci de nous donner la chance de participer au podcast. Alors, je vais te présenter rapidement, Julien, pour les personnes qui ne te connaissent pas. On sait que il y a beaucoup de gens qui te connaissent dans l'écosystème, mais je vais quand même prendre le temps de te présenter. Donc, tu es associé chez Deloitte, d'accord, de la partie Digital Trust Leader. Alors, je suis super intéressé, Julien, de savoir, déjà, avant d'arriver chez Deloitte, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu en es arrivé dans l'écosystème Web3? Ça remonte à loin, à mon enfance. J'ai toujours aimé les sciences au pluriel, Ok. notamment la science des systèmes complexes, qui a donné ensuite les sciences de l'information, donc plus communément l'informatique, hein, mais qui contient à la fois les systèmes complexes et tout ce qui est notamment réseau, à la fois réseau de communication, mais aussi réseau de neurones. Dans les deux cas, on voit émerger des choses intéressantes avec des processus d'auto-organisation, comme on les appelle. Et de cette passion de jeunesse, j'ai essayé de me rapprocher des réalités ou des applications de ces sciences dans la société. Et puis, Deloitte m'a proposé, quand Deloitte en France a relancé ses activités de conseil, d'essayer d'amener par la science et notamment les technologies, des innovations auprès des grands clients de Deloitte en France, sur des thèmes divers et variés, avec pendant longtemps un vertical qui m'est propre, qui est le vertical des secteurs financiers, secteur des services financiers. Donc c'est la banque, l'assurance, la gestion des actifs. Et cette industrie, donc je l'accompagne depuis maintenant un peu plus de 20 ans, sous Wow. un angle d'innovation et de confiance, hein, puisque j'anime une practice qu'on appelle Digital Trust. Donc, c'est un clin d'œil à notre ancêtre William Deloitte. Il y a longtemps, il y a presque 200 ans, William Deloitte, donc d'origine française, c'est pour ça que je le prononce à la française. Sa famille avait quitté la France à la Révolution, parce qu'à l'époque, ça s'appelait en deux mots Deloitte, et que pour ces raisons-là, il valait mieux quitter la France à la Révolution. Et à Londres, le jeune William, descendant de cette famille aristocrate française, a choisi d'amener de la confiance auprès d'un acteur public qui était la Société nationale du chemin de fer, qui avait besoin d'investisseurs privés pour continuer à étendre les chemins de fer, hein, qui ont donné à l'Angleterre sa puissance industrielle, hein, au départ de cette révolution industrielle de l'époque, qui est devenue l'Empire anglais. Et ben pour construire ces chemins de fer qui étaient coûteux, très coûteux à l'époque, il fallait faire appel aussi aux investisseurs privés, pas uniquement aux citoyens anglais. Et le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait des suspicions de fraude, ou en tout cas de mauvaise allocation des capitaux. Et donc, William Deloitte s'est proposé d'inventer un métier, celui d'auditeur, de tiers de confiance. Et ce tiers de confiance qui a rassuré donc les investisseurs, qui a permis à la Société nationale de chemin de fer de prospérer, puis après bien d'autres entreprises que William Deloitte a accompagnées. Et en clin d'œil ou en héritage à cette tradition d'amener de la confiance dans l'économie ou dans l'écosystème, à l'heure où on a des deepfakes et beaucoup de défiance, beaucoup de choses qui sont difficiles à démêler entre le vrai et le faux. Avec les progrès de la science, j'essaie d'amener voilà, ce renouveau de confiance pour continuer à construire les infrastructures physiques ou numériques de demain, et les progrès qui vont de pair. Donc voilà un petit peu ma mission. Donc pour résumer, hein, beaucoup de choses autour de la science, l'innovation, auprès des grandes entreprises, en particulier les entreprises financières. Ok, ok, merci pour cette présentation. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus en profondeur sur Deloitte, son rôle? Donc, tu parlais d'auditeur, de conseil. Est-ce qu'il y a d'autres branches d'activité au sein de Deloitte? Oui, pour faire simple, il y a des professions dites réglementées. Donc, j'ai cité l'audit, hein, on parle de commissariat aux comptes, c'est une fonction réglementée. Il y a une autre fonction réglementée qui est le cabinet d'avocats. Donc, les aspects juridiques, fiscaux sont appréhendés par cette branche de loi de cabinet d'avocats. Et puis, il y a une grande branche advisory en anglais, donc conseil en français, qui inclut des métiers qui vont de la pure stratégie, la modélisation, l'accompagnement des transactions financières, la gestion des risques, l'exécution par la résilience, et puis tous les sujets de transformation, et notamment transformation par les technologies qui sont multiples aujourd'hui. Ça va du cloud computing à la blockchain, on en parlera, en passant par les grands, les grands fournisseurs de solutions. Donc on pense évidemment au big tech
et au progiciel type SAP. Donc c'est assez large. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 10 000 personnes en France. La France Wow. est petite à l'échelle du monde, puisque dans le monde, on est 450 000. Donc ça fait de nous le plus grand cabinet de services aux professionnels dans le monde, et avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 70 milliards de dollars, ce qui pareil fait de nous le plus gros des Big Four, comme on les appelle. Wow, bravo, bravo, félicitations, félicitations pour ça. En plus, ça fait 20 ans que tu es dans la boîte, donc forcément, tu as bien appris à la connaître et tu as participé à cette croissance et à ce développement. Vraiment, félicitations à toi. Donc toi, tu es dans la branche Digital Trush. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quoi ton rôle dans cette branche, ton rôle de leader d'ailleurs? Euh, je disais, hein, depuis très jeune, je suis animé par le progrès scientifique. Je me lève le matin pour voir si on a découvert des choses pendant la nuit. Donc, Trop bien. mon souhait, c'est de décliner en fait ces découvertes, de les rendre applicables au monde du travail, au sens large. Donc, c'est toute la société, hein, au sens sociétal. Décliner, ça veut dire quoi? C'est essayer de voir en quoi quelque chose de parfois très science fondamentale, science dure, comme on dit, Mhm. peut raisonner, peut apporter de l'efficience dans des façons de fonctionner, de euh, voire du bien-être, hein, au sens de la société. Donc c'est assez varié. J'ai la chance de ne pas pouvoir définir très facilement mon quotidien, mais effectivement, je peux avoir des questions d'entreprise qui souhaitent développer de nouvelles activités ou se réorganiser euh, pour mieux satisfaire leur clientèle. Et, donc, c'est une multitude de phases d'accompagnement qui vont de choses très courtes, type études ponctuelles, à des accompagnements plus longs dans la transformation des entreprises, comme je disais, soit pour les aider à sortir des nouveaux produits ou services, soit pour les aider à s'organiser de la manière la plus efficace possible, euh, soit travailler sur leur capital humain aussi, qui est une composante importante et noble des entreprises, les faire monter en compétences sur des nouveautés. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Je peux passer beaucoup de temps sur cette science qui est multiple, pluridisciplinaire, et qui est aujourd'hui fondamentale, hein, dans la façon dont on va construire nos sociétés futures, avec ces agents d'intelligence artificielle au centre ou en périphérie, on verra tout à l'heure. Et donc c'est assez passionnant. J'ai la chance presque de pas distinguer le perso du pro, hein, puisque tu l'auras compris, c'est ma passion personnelle, et que j'essaie d'amener dans le monde professionnel tous les jours, sans relâche. Avec une passion, c'est beaucoup plus facile et motivant. Ouais, bravo, bravo, bah, félicitations. Puis on sent vraiment la fibre que tu as et la passion que tu as à l'intérieur de toi quand tu en parles. Tu en parles de manière très ouverte. Tu prends le temps de bien expliquer les choses. On sent vraiment que tu fais les choses bien. Donc vraiment, félicitations à toi. Ça fait plaisir de t'écouter en parler. Merci Jean. Ouais. Pour ça, Julien, je voulais avoir une question. Les clients que vous avez ou que les clients que tu accompagnes, c'est que du B2B? Alors, en France, on n'accompagne pas le particulier, Ok, le citoyen français, effectivement. Donc, c'est plutôt des grandes entreprises, d'ailleurs, plutôt que des petites. Là encore, c'est chaque pays, on est un réseau de firmes, le cabinet Deloitte. La firme française a plutôt un positionnement grande entreprise, ok. et parfois entreprise de taille intermédiaire. Ok, trop cool. Bah, merci beaucoup pour cette explication. Comme ça nous permet d'avoir un petit peu plus de compréhension sur ton secteur d'activité. Peut-être, est-ce qu'il y a des entreprises qui travaillent avec toi, que c'est pas confidentiel et que tu peux nous partager des noms d'entreprises avec qui tu travailles pour que ça nous donne un peu une idée? Ou c'est tout confidentiel? Alors, on est un peu pudique mais pour Ouais. autant, c'est facile. Toutes les entreprises du CAC 40, par exemple, sont clientes de Deloitte, Ah ouais, quand même. soit sur le métier de commissariat aux comptes. Donc, on va signer à peu près la moitié de ces grandes entreprises. Et puis, sur l'autre moitié, on va les accompagner sous des diverses formes de conseils. Comme je le disais, ça peut aller d'études stratégiques à de l'accompagnement dans la gestion des risques ou dans la transformation. C'est varié, mais on accompagne à l'échelon mondial à peu près 95% du top 500 des grandes entreprises.
Ah oui, bah, ça va. Ça va, c'est vrai qu'on a la chance Il y a d'évoluer sur tous les secteurs, et industries, et à peu près dans toutes les entreprises. Alors avec des volumes, de relations qui varient, hein. Il y a parfois des clients qu'on accompagne que ponctuellement et puis il y a des clients qu'on va accompagner plutôt dans la durée, sur des grands projets, hein. Quand je dis grand, ça peut être des centaines de personnes chez un même client. Donc c'est très variable. On OK. aime cette diversité. En tout cas, il y a pas besoin de rester pudique. Quand on a autant de clients, faut en parler. Ça fait vraiment plaisir. Félicitations. Merci Jean. Je voulais te poser une question, Julien. On parle beaucoup, tu sais, de la souveraineté du numérique. On sait que c'est quelque chose qui est vraiment important chez toi et chez Deloitte. Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelle est l'importance de la souveraineté numérique dans le contexte actuel et quelle est la vision derrière ça? Oui, absolument. C'est vrai que derrière la notion de confiance, il y a très vite la notion de responsabilité, de maîtrise, notamment dans le numérique de sa donnée. Quand je dis ça, il y a une notion d'échelle derrière. Sa donnée, c'est d'abord, l'individu, dans la plus petite Mmh. échelle. Puis plus on monte dans les échelles de taille, il y a, la donnée de sa région, au sens, à l'intérieur d'un pays, la donnée nationale au sein la donnée d'un pays, la donnée d'un continent, on est en Europe, donc toutes ces échelles, posent des problématiques qui sont à la fois similaires et un peu différentes. Et le la science, nous donne quelques clés de lecture, notamment la science de ce que j'évoquais tout à l'heure, la science des systèmes complexes, donc qui repose, essentiellement sur la thermodynamique et la façon dont on s'auto-organise les structures dissipatives. Donc ça veut dire quoi ces mots barbares? L'auto-organisation, c'est un processus qui a donné, l'univers et les planètes et les étoiles et plus récemment, la vie sur Terre. On avance vers de la complexité, à mesure que tout ça s'auto-organise. Et le but de l'organisation, l'auto-organisation, si je puis dire, c'est difficile de parler de but, mais en tout cas, ces structures, elles s'auto-organisent toujours, d'une telle façon qu'elles maximisent ce qu'on appelle la dissipation énergétique. C'est-à-dire que les premières structures de l'univers, elles étaient à masse équivalente, moins efficientes dans la dissipation énergétique que la société humaine sur Terre, qui grosso modo dissipe 10 000 fois plus d'énergie par unité de masse comparable qu'une étoile comme notre Soleil. Euh, Pourquoi ça, c'est une loi, c'est le troisième principe de la thermodynamique, hein. Et pourquoi je te raconte ça? C'est parce que la souveraineté, l'information, la gestion de l'information va un peu de pair entre cette façon qu'a eu la société de s'organiser entre des phases euh, très ordonnées et des phases très chaotiques, et une oscillation entre ces deux euh, états, avec des transitions de phase. Ça veut dire quoi de manière concrète? Euh, pour avancer, quel que soit le mot ou le concept de progrès, que ce soit à l'échelle géologique de l'univers ou biologique, sociétale aujourd'hui, il y a toujours besoin de cette alternance entre jambe gauche et jambe droite. Ordonnancement, organisation, structure très, très rigide mais efficiente en matière de dissipation énergétique, et en même temps, des fois, trop large pour évoluer. Donc, retour vers des choses plus fragmentées, plus petites. Et c'est ce qu'on a vu, hein, dans l'évolution du vivant, qui était théorisée par Darwin, puis derrière par plein d'autres chercheurs, hein. La biologie évolutionniste traduit ça mieux que ce que je viens de faire en quelques instants. Et puis, ça s'est poursuivi au-delà de la biologie, dans les organisations. Et les organisations vont toujours osciller entre devenir toujours plus grosse en taille, parce que efficiente encore une fois, dans cette dissipation énergétique, transformation énergétique, et en même temps, cet excès de taille, parfois devient contre-productif, empêche de passer à la génération suivante, génération technologique, génération renouveau par rapport à certaines nouvelles énergies. Et donc, il faut repasser dans des formats plus petits, plus résilients,
Et c'est pour ça que je parle de plusieurs échelles de souveraineté, parce que d'un côté, il faut que les gros organismes puissent être souverains de leurs données à des grandes échelles comme un continent. Et puis, à toute petite échelle, à l'échelle de l'individu, il faut pouvoir aussi maîtriser la gestion de sa donnée et rester souverain, entre guillemets, voire auto-souverain. C'est un mot qui fait du buzz en ce moment et qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Pourquoi la souveraineté, c'est un problème complexe, puisque j'ai pas réussi à le définir rapidement et que je me suis presque égaré dans de l'excès de science. Mais la souveraineté, c'est important parce que s'en priver, donc ne plus être maître finalement de ce qu'on fait au sens du numérique, mais le numérique étant de moins en moins dissociable avec la réalité physique, c'est quelque part se priver progressivement de liberté, de certaines Mmh. formes de liberté. Donc pour ces raisons-là, qu'on soit un individu, un pays ou un continent, qui souhaite finalement garder une main sur son destin et donc une forme de libre arbitre, il faut faire évoluer ces dispositifs qui préservent sa ou ses souverainetés. C'était peut-être plus facile à l'époque des hommes préhistoriques dans les cavernes de préserver sa grotte et son gibier que dans des formes plus globalisées où on voit moins les frontières. Le numérique a cassé pas mal d'ailleurs de frontières. Donc comment on remet de l'ordre entre guillemets entre qui fait quoi, qui doit quoi à qui. Donc ces notions-là de responsabilité et de partage du pouvoir sont sans arrêt à remettre en question parce que OK. le monde a évolué à un tel niveau que on peut plus gérer la souveraineté toujours de la même manière. Et c'est tant mieux, hein. Encore une fois, je suis contre le statu quo. Tu l'auras compris, pour un progrès perpétuel. Et donc dans ces nouveaux états, nouvelles façons de vivre ensemble, reposons la question de la souveraineté, de la liberté individuelle, de la liberté d'un groupe aussi, et cette oscillation entre l'ordre d'un grand groupe versus le pouvoir et la liberté d'un individu, et cette oscillation permanente entre les deux. Et ça, c'est intéressant. OK, et justement, qui travaille sur ces sujets-là? Quand tu dis: «On travaille sur ce sujet-là», est-ce que c'est des grosses sociétés justement du Big Four? Est-ce que c'est des entreprises, genre plutôt les GAFAM? Est-ce que ce sont les États? Est-ce que chacun travaille de son côté? Est-ce que souvent les gens travaillent ensemble? Un, un- un des souhaits et une des missions du cabinet, c'est de faciliter le travail collectif. OK. On ne pourra redéfinir des nouvelles règles de société que en réunissant tous les acteurs d'une société, donc c'est-à-dire les pouvoirs publics, le corps académique, les chercheurs, les agents économiques, donc les entreprises petites, moyennes et grandes, et puis le citoyen au milieu, les citoyens. Euh, c'est euh, c'est un vœu. Après, dans la réalité, c'est jamais simple. Il y a pas une façon absolue et parfaite de réussir à mettre tout le monde d'accord. Donc, on reste modeste face à ce chantier. Mais notre objectif, notre souhait, c'est évidemment de faire collaborer euh, tous ces acteurs de la société. Je pense on partage cet objectif avec tous ceux que j'ai déjà cités. Tous ces acteurs aimeraient effectivement trouver le consensus, euh, mais c'est encore une fois jamais simple. Comme je le disais, on oscille toujours avec presque des intérêts qui peuvent parfois sembler contradictoires, l'intérêt du groupe, du collectif versus l'intérêt de l'individu. À chaque fois, c'est des équilibres à retrouver, à redéfinir. Le numérique a, comme je le disais, percé des murs. Et donc, du coup, faut à nouveau réfléchir sur quelle nouvelle frontière, quelle nouvelle façon de recréer des murs virtuels pour préserver un minimum d'intimité quand on est un individu ou quand on est une entreprise. Et c'est ça qui est passionnant. C'est voilà, qu'est-ce qui fait qu'on se sent euh, nu ou trop transparent, là où à d'autres époques, on n'avait pas les mêmes façons de se juger. Il faut se souvenir qu'il y a encore quelques centaines d'années, dans les villages, il n'y avait pas d'anonymat, tout le monde se connaissait, on était le fils ou Mmh. la fille d'eux, et de génération en génération, souvent d'ailleurs, on reprenait un savoir-faire, une activité.
très agricole d'ailleurs à l'époque. Donc cette notion d'anonymat, elle est apparue plutôt avec l'urbanisation. Donc elle est récente à l'échelle de l'humanité. Et puis après l'urbanisation, on a des urbanisations virtuelles, des systèmes d'information qui, là encore, vont redéfinir ce que c'est que la vie privée versus la vie publique. Et donc ce débat, il est perpétuel, hein, comme j'évoquais. Il faut d'ailleurs perpétuellement bouger, évoluer pour éviter de sombrer. Hein. C'est ce qu'on appelle la théorie de la reine rouge. Cours Alice, cours toujours plus vite pour rester sur place. Hein, c'était la citation du roman. Mais ça a été repris, hein, par Lee Van Valen, le biologiste évolutionniste qui a donc défini cette théorie de la reine rouge. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, nous, société humaine. Il faut évoluer, et notamment dans les cadres autour de la souveraineté de la donnée, souveraineté de la vie numérique. Et c'est ça qui nous anime tous, au sens du cabinet de Deloitte, mais aussi des différents acteurs de la société que j'ai cités tout à l'heure. Ah, super, super. Bah, bravo parce que franchement, tu as la facilité pour vulgariser, on comprend tout ce que tu dis et on voit vraiment que tu es brillant sur tous les sujets. Tu disais juste avant, et on va aller sur d'autres sujets justement, mais rien que déjà sur la souveraineté numérique, déjà, on voit vraiment toutes tes connaissances. Tu disais juste avant que c'est important de rester à la pointe, à l'innovation et tout. Comment toi, tu fais justement pour rester tout le temps à la pointe de ces technologies qui arrivent à 1000 à l'heure? Enfin, ça va l'IA, le Web3, l'IoT, le quantique, enfin, il y a plein de sujets, on va y revenir, mais comment tu arrives à rester toujours informé sur tous ces sujets-là? Alors, je pense qu'il y a la passion, mais comment tu fais? Alors, tu as raison, c'était en premier la passion. Je pense que sans passion, c'est beaucoup plus laborieux de se plonger dans un Ouais. sujet et surtout d'en tirer quelque chose. J'aurais pas le temps d'évoquer toutes les théories de l'attention, la façon dont fonctionne le cerveau, dont il est stimulé, dont il retient ou pas des choses, mais ça a beaucoup à voir avec la passion. Après, les outils qu'il y a derrière, euh, on a la chance de vivre dans un monde où l'accès à l'information est de plus en plus rapide et gratuit. Enfin, on reviendra sur la gratuité, mais en tout cas, il devient démocratique. Enfin, et il faut préserver cette forme d'accessibilité. Ça fera partie peut-être des débats sur la souveraineté, sur les équilibres de pouvoir. Donc, Internet est mon meilleur ami. Depuis qu'il a été inventé, j'étais assez jeune dans les années 90, mais mais en 92, quand il a été inventé, le World Wide Web, j'ai trouvé ça spectaculaire et je suis resté connecté depuis le plus souvent que je le peux parce que pour moi, ça permet d'assouvir ce besoin de mieux comprendre le monde qui nous entoure, à la fois physique, hein, encore une fois, on n'est que euh, des particules, des éléments de cette grande théorie d'évolution thermodynamique, donc à la fois physique mais aussi virtuelle, parce que je ne pourrais pas décrire la dualité ondes-particules, la physique quantique, mais y a pas. C'est toujours étonnant de voir les gens vouloir à tout prix diviser le monde virtuel, le monde physique, et des catégories de gens. Et à la fin, si on prend le recul de ces sciences, on se rend compte que finalement, il y a quand même un grand tout, et qu'à toutes les échelles, finalement, ces notions de fractal, il y a ces éternels schémas d'auto-organisation. Euh, du coup, c'est rassurant pour moi de me lever le matin, de savoir que pendant la nuit ou le jour de l'autre côté du monde, cette auto-organisation, elle aura avancé, toujours plus vite d'ailleurs. Hein, on est sur des rythmes exponentiels, donc c'est ça qui est aussi enthousiasmant quand on a connu plutôt la partie plate de la courbe exponentielle. On se rapproche maintenant de la partie verticale. Et donc, Internet, il y a plein de sources. Il y a il y a des accès plus faciles qu'avant au papier de publication scientifique. Euh, il y a les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a de moins bon dans les réseaux sociaux, mais il faut accepter ces grands flux rapides d'informations, d'accès à des individus auxquels on n'aurait pas accès sans ces médias réseaux sociaux. Donc
il y a une interconnexion plus forte qu'avant entre les scientifiques, les ingénieurs et les dirigeants, grands Mmh. dirigeants de ce monde. Euh, on l'a vu assez récemment avec l'acquisition de Twitter par Elon Musk. Ouais, il contribue à faire tomber certaines cloisons de l'establishment, certains codes, alors avec fracas, et ça déplaît beaucoup. Il n'empêche que cette déconstruction et cette destruction, elle est nécessaire pour reconstruire, hein. Ça, c'est Schumpeter qui l'avait décrit, mais il n'a jamais décrit que le cycle de Carnot, hein, la thermodynamique, c'est-à-dire qu'il faut une phase de décompression. Donc pendant les 4 saisons, par exemple, c'est l'automne, les feuilles tombent pour ensuite partir en germination pendant l'hiver et renaître pendant le printemps, renaître sous une nouvelle forme de société. Et c'est vraiment cet éternel recommencement entre les 4 phases du cycle de Carnot, donc de l'évolution, qu'elle soit géologique, biologique ou sociologique. Ça fonctionne toujours pareil. Notre cerveau fonctionne aussi en 4 temps. On a 4 types d'ondes, et l'onde du sommeil paradoxal et profond, les ondes du sommeil paradoxal et profond, je fais ces signes parce que c'est vraiment le mouvement à 4 temps. C'est pendant lors la crise d'abord du sommeil paradoxal, puis pendant l'ordonnancement, ordinate, hein, du latin, ou ordinateur, de la nuit du sommeil profond, qu'on organise son souvenir et sa pensée. Donc tu me posais la question de comment je fais. Effectivement, pendant mon temps de sommeil éveillé, j'essaie d'absorber de l'énergie ou du flux d'informations. Et puis pendant ma nuit, j'essaie d'organiser tout ça pour être un peu plus clair que je le suis ce matin. Je me rends compte au fil du temps que je pars dans beaucoup de directions. C'est aussi la difficulté de nos sociétés complexes, ou des systèmes complexes en général, c'est qu'ils sont de plus en plus multidimensionnels. Hein, on a popularisé la multidimension des chats GPT de ce monde, des modèles de large langage. Ils ont un mot, il est organisé, ordonnancé dans 1500 dimensions, par exemple, pour faire de la statistique sur 1500 dimensions et donner l'impression d'une forme d'intelligence. C'est exactement pareil. Le cerveau fonctionne comme ça. C'est un grand modèle de régression statistique. Et le monde, en fait, toute forme dont des particules s'organise de cette façon-là, une forme de grand réseau à toutes les échelles. Même l'univers s'organise en forme de grand réseau, sans qu'on s'en rende bien compte. Enfin, on commence avec les images de James Webb à mieux le voir. Mais de l'infiniment grand à l'infiniment petit, c'est toujours un peu les mêmes façons de s'auto-organiser avec ces grands réseaux, ces connexions qui créent quelque chose qui unitairement est très bête. Un neurone seul ou une fourmi seule, c'est très bête. Puis quand ça fonctionne en essaim d'abeilles ou en réseau de neurones, on a l'émergence de la sophistication, donc de l'intelligence. Ok, waouh, bravo, merci pour cette explication. Donc, pour toi, c'est comme ça que ces technologies convergent ensemble pour un peu façonner cet avenir numérique, et c'est comme ça qu'elles travaillent pour avancer. Quel est ton avis aussi sur tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, métaverse? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton point de vue et les applications pratiques que tu vois actuellement avec ces technologies? J'évoquais tout à l'heure la difficulté pour moi de franchement séparer virtuel du réel. Ouais, Alors je comprends que on peut le voir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on met un casque de réalité virtuelle, on voit que tout est faux. On a un inconfort parce que c'est lourd. C'est ce qu'on appelle l'évolution exosomatique, hein. C'est-à-dire qu'elle sort de nous-mêmes. J'ai besoin d'une prothèse pour m'augmenter. Et aujourd'hui, la prothèse, elle est inconfortable, et on sent vraiment qu'elle est à l'extérieur de nous-mêmes. Elle ne fait pas symbiose avec nous-mêmes. oui, Pour autant, moi qui suis donc pour essayer de voir loin et tirer des lignes, des courbes, pardon, je peux pas m'empêcher de penser que un jour, alors je ne sais pas si c'est dans 2 ans ou dans 20 ans ou plus encore, on aura cette symbiose entre ce qu'on appelait avant l'artificiel et demain qui nous paraîtra plus naturel. Voilà, de la même manière que quand on a taillé des silex, on sait on s'est évolué de manière exosomatique, c'est-à-dire qu'on a eu ces premiers outils ou ces chaussures qui nous ont permis d'aller plus loin, de courir plus vite. On n'a fait que se développer de manière exosomatique depuis, donc toujours avec des outils supplémentaires.
Jean Covici dit, voilà, on a des muscles qui sont des moteurs et qui nous permettent de multiplier par 1000, 10 000 notre puissance de petit être humain. Ça va être la même chose avec les outils informatiques. C'est déjà la même chose, c'est-à-dire qu'une partie de notre cerveau en fait, est déportée à l'extérieur. Donc, pour beaucoup, c'est terrorisant parce qu'on est dépendant de ces écrans. C'est clair. D'abord des grands écrans, puis des plus petits sous forme de smartphone dans nos poches. Puis la suite de l'histoire, c'est des extensions qui sont sur notre nez, devant nos yeux. Donc, peut-être des casques au départ un peu lourds et inconfortables, mais très vite des lunettes et encore plus vite des lentilles, voire des prothèses, de rétine. Effectivement, dit comme ça fait science-fiction traumatisante, alors qu'en réalité, c'est pas plus traumatisant que le fait de déjà porter des lunettes aujourd'hui. C'est pas plus traumatisant que porter des chaussures ou des vêtements. C'est comme ça que l'humain progresse. Encore une fois, il a besoin d'outils et l'outil réalité augmentée ou virtuelle. Augmenter, c'est comme des lunettes ou un télescope ou un microscope, c'est cette capacité d'aller capter des ondes qu'on ne capte pas bien avec notre rétine actuelle. Il y a certains animaux qui voient mieux que nous. Il n'y a pas de raison qu'on reste inférieur. Après tout, on a cette ingéniosité qui nous permet de nous développer. Donc, ces lunettes augmentées par l'informatique feront mieux qu'une simple lentille actuelles. Elles iront voir peut-être à des kilomètres demain ou à des nanomètres après-demain. Donc ça, c'est pour la partie augmentée. On va augmenter notre réalité naturelle. Nos capteurs actuels, on va les augmenter. Et puis artificiel, c'est qu'en plus du monde tel qu'il est fait, on va inventer des choses devant nous qui n'ont peut-être pas une réalité tangible au sens des particules, mais au sens ondulatoire. Donc pour se traduire en ondes dans notre cerveau, on va pouvoir stimuler aussi notre cerveau avec des choses qui sont purement de l'information. Donc l'information, encore une fois, c'est une équivalence de l'énergie. Donc on va pouvoir se nourrir aussi de choses moins physiques. C'est tant mieux, hein, vu la finitude des ressources sur Terre. Donc ça a plein de belles perspectives, même si ça terrorise énormément, comme toute nouveauté, hein. Là encore, on est codé dans l'ADN pour avoir peur de l'inconnu. Donc Vraiment. soyez pas peinés de trouver ça terrible et horrible ce que je raconte. Je suis habitué à ces hostilités et ça me rassure presque si tout le monde disait ah bah je m'inscris sur la liste de ceux qui feront une greffe de rétine pour avoir une rétine augmentée artificielle. Ce serait peut-être, je serais peut-être trop surpris et déboussolé. Mais voilà, de la même manière que, encore une fois, on trouve ça logique de se soigner de telle ou telle anomalie ou pathologie, on trouvera assez logique, parce qu'on aura un curseur qui sera positionné ailleurs, on trouvera ça logique de se faire implanter des choses qu'on juge non naturelles aujourd'hui, mais qui, encore une fois, font partie du tout de l'évolution de l'univers. OK. OK, waouh, bravo, bah, merci encore pour cette explication très détaillée. On sent vraiment ta passion et waouh, les connaissances que tu as, vraiment bravo Julien. Moi, je me pose une question. Quand tu travailles avec des sociétés aussi grosses que les sociétés avec qui tu travailles, c'est des sociétés, tu l'as dit, alors tu as pas dit le mot archaïque, mais parfois quand on est dans la tech, il y a des grosses sociétés comme ça, c'est difficile de les faire bouger. Comment toi, tu arrives ou comment tu arrives à les organiser pour justement avancer sur ce monde de transformation numérique? Parce que quand une grosse boîte comme ça, c'est très difficile. On parle à un niveau, il y a 4 niveaux au-dessus, voire plus. Comment toi, tu arrives à leur faire expliquer les choses et à les guider de manière logique pour qu'elles avancent justement sur cette transformation numérique et évolution? Alors, je vais peut-être décevoir les auditeurs, mais il y a malheureusement pas de recette secrète, à part une abnégation, une patience. On est, et c'est normal, face à des grands organismes vivants, l'avantage d'un grand organisme, c'est qu'il est, comme je le disais, il est plus efficient pour fonctionner au sens de transformer de l'énergie et de la matière. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à des petites structures. Mais le désavantage, à l'inverse, c'est que, du coup,
il est bien moins agile et souple ou flexible pour pivoter et changer de schéma. Donc il faut faire avec, c'est-à-dire qu'il faut, il faut savoir que malgré toute la bonne volonté de quelques individus dans ces sociétés-là, qui peuvent être les dirigeants, malgré la volonté des dirigeants de changer, il est en réalité parfois presque impossible de complètement transformer une société rapidement, en tout cas. Ouais, c'est Ça clair. se fait forcément sur des temps longs. Euh, et personne n'est à l'abri de devenir ce dinosaure trop gros pour Pour s'habituer évoluer. à un nouveau contexte. Hein. Quand il y a eu un météorite, donc un grain de sable, pardon, bah, les structures les plus importantes, donc les dinosaures, ont été moins agiles que les insectes de l'époque. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, l'analogie est peut-être maladroite, mais des grands pays très ordonnés comme la Chine sont peut-être un peu moins résilients quand il y a un grain de sable type Covid qui vient bloquer un peu les flux du pays, la Ouais, dynamique du pays. Alors, pour autant, ils se sont remis, mais c'est un peu vous donner, pour te donner des images. ouais, je vois bien. Donc, il faut faire avec les points de faiblesse de ces grands organismes, c'est-à-dire leur lenteur à changer de cap. Mais quand on sait ça, on apprend aussi la patience et je pense il faut donc démontrer hein, par des analogies comme je viens de faire, par des exemples d'organismes plus petits qui ont réussi à démontrer qu'il se passe des choses ailleurs et donner envie aux plus gros de suivre. Quand je dis personne n'est à l'abri, hein, récemment, j'ai parlé de ChatGPT, donc la société OpenAI, qui est une petite société, elle grossit vite, mais au départ, quelques employés ont fait mieux que l'immense structure de type Google ou Mm. AWS, Amazon ou Microsoft. Les trois ou quatre géants, si je compte Apple, de la tech, ont bougé moins vite sur l'IA que cette petite structure OpenAI, alors pour des raisons aussi qui sont d'image. Hein, on peut moins facilement écorner son image et Totalement. tenter de la rupture quand on est un leader. Pour autant, maintenant, on voit que ces très grandes structures se mettent en mouvement, mais pas à la même vitesse. Donc, du coup, il faut trouver peut-être des entre-deux. C'est pour ça d'ailleurs que on a vu Apple, Microsoft vouloir travailler avec OpenAI, vouloir plutôt coopérer que purement compétiter. Donc, c'est aussi un des rôles du cabinet de loi d'être le facilitateur de ces coopérations. La nature s'est formée en écosystème où chaque maillon de la chaîne a une importance propre et c'est tant mieux. Il faut cette diversité pour que le progrès se fasse. Et donc, il n'y a pas de recette secrète pour répondre à ta question. Il y a juste du temps, mais du temps qui vient quand même à raccourcir. Hein. Je pense qu'on a mis dans le passé des centaines d'années à faire des premières évolutions. Je pense à l'imprimerie qui est pas si loin derrière, mais entre 400, 1435, je crois, ou 50, Gutenberg et la démocratisation de la machine à imprimer, il s'est écoulé au moins 200 ans. Ouais, c'est Euh, clair. donc, euh, donc on va plus vite. C'est ça le côté positif de mon message, même si on va jamais assez vite parce que l'humain, et c'est ce qui fait sa force, est un impatient. Et donc voilà, c'est comme ça que je répondrais, c'est du temps et puis effectivement des techniques de démontrer la valeur par l'exemple, par par des histoires réussies, qui se font peut-être à des plus petites échelles pour commencer, mais qui peuvent être mises à l'échelle de plus en plus vite. Ouais, je comprends. Je comprends. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui doit être important dans cette société, dans ces sociétés-là qui sont grosses, c'est la rapidité de comprendre. Et moi, je voudrais te poser une question parce que tu vulgarises super bien. Et on sait qu'aussi dans la plupart des sociétés, c'est de l'éducation qui manque sur ces sujets. Est-ce que toi, tu es amené à aller dans ces entreprises-là pour justement vulgariser, comme tu es en train de le faire sur le podcast, parce que voilà, tu es quelqu'un qui vulgarise super bien, qui explique très très bien les choses. Est-ce que tu es amené toi aussi à te déplacer dans ces entreprises pour leur expliquer justement les changements qui sont en train d'arriver? Parce que comme on dit, il y a des fois plusieurs personnes. Et quand tu parles à une personne qui doit réexpliquer une autre personne, qui doit réexpliquer une autre personne, bah, c'est un peu le téléphone arabe. Et parfois, bah, les mots, ils changent et à la fin, c'est pas le bon résultat et on n'est pas assez percutant si on s'appelle Julien que si on s'appelle X dans la société. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu es amené à aller dans des sociétés justement pour éduquer les gens? Oui, et j'y vais avec plaisir. C'est vrai que c'est un des, un des aspects de mon métier que j'apprécie, c'est
le partage de connaissances, hein. L'information, à la différence de l'énergie, elle est duplicable. C'est-à-dire je peux donner toute mon information, sans moi perdre de la valeur. On va donc ajouter, quelque part, de la valeur ajoutée dans la société. Mmh. Ça c'est enthousiasmant, j'y vais le plus souvent possible. Après, les entreprises, ont un quotidien qui fait que, elles peuvent pas non plus accorder, tant de temps que ça à la formation, à l'acculturation, des dirigeants et des employés. Ils ont un quotidien, une entreprise à faire, fonctionner, mais ce qui me fait plaisir, c'est que, ces dernières années, on a vu quand même, du temps consacré heu à cette écoute. Je dis forcément plein de bêtises, mais j'ai parfois l'oreille attentive de différents types d'entreprises, de fonctions dans l'entreprise. Personnellement, moi, j'apprécie ces échanges-là parce qu'ils sont enrichissants dans les 2 sens. J'apprécie, les réactions, je parlais d'hostilité tout à l'heure, mais en tout cas les réactions un peu de, de de défense, préservation de certains statu quo, parce que ça me permet de moi-même perfectionner, Ouais. l'argumentation, de revenir parfois vers la science pour retrouver des arguments de réponse. Donc c'est ces échanges, enfin, je reviens toujours à la théorie, de l'auto-organisation. Une structure, hein, par les lois de la thermodynamique, ne peut évoluer que par l'échange. Une structure qui est Mmh. isolée, qui n'échange pas, elle tend vers un équilibre thermodynamique qui n'est ni plus ni moins en biologie que la mort. C'est comme si on se fermait les orifices, hein, on ne tient pas plus de 10 minutes, si on n'a pas d'oxygène. Donc l'absence d'échange, c'est la mort. Quel que soit le type de structure, dissipative, donc on va prendre simple, on va prendre les humains. Les humains ont besoin d'échanger, pas que de la matière au sens de l'oxygène, de la nourriture, ou de l'eau, mais l'échange d'informations. Comme je le disais, l'information est une équivalence de l'énergie, pour ces raisons-là, bah, plus on va faire d'échanges, plus on va, quelque part créer du bien-être. Là aussi, c'est pas encore assez connu, mais alors ça a été, théorisé il y a longtemps, mais sans la science, hein. L'homme est un être social, il a besoin, de vivre en société. Mais en fait, la science a démontré, ça, avec encore plus de fond. L'information a besoin de s'échanger toujours plus vite. C'est pour ça que les réseaux sociaux ont tant de succès et c'est pour ça qu'il y aura d'autres formes encore de neurosciences. Neuralink, par exemple, la prothèse, que j'ai pas vraiment évoquée tout à l'heure, mais que j'avais derrière la tête quand je parlais de prothèse. Neuralink, c'est, ce que propose Elon Musk, un cerveau connecté à tous les autres cerveaux. Parce que finalement, Mmh. la frustration que j'ai, c'est de ne pas complètement, transmettre mes idées dans ce podcast. C'est-à-dire que mon langage, il est pauvre, il est lent, la bande passante qui est utilisée, elle est étroite. Et le futur, c'est de pouvoir s'échanger beaucoup plus d'idées, beaucoup plus vite. Encore une fois, c'est la théorie de la reine rouge. Il faut aller plus vite dans l'échange d'informations pour éviter de mourir. Il faut courir toujours plus vite pour rester sur place, donc pour survivre. Et donc, ce que tu parlais du métavers, le métavers, c'est une forme, d'accélération de la communication. Parce qu'on peut montrer des choses qu'on ne pourrait pas montrer, juste en vidéo. C'est-à-dire que je vais créer un objet, il va apparaître là, en superposition du réel, et donc je vais expliquer mieux, que ce que je fais, D'accord. là, juste avec mes mots. Donc le métavers, ou les univers virtuels sont vraiment un progrès dans la communication. Tout comme on est passé, des signaux de fumée, aux pigeons voyageurs, à le télégramme, le téléphone, et que cette accélération de la communication a structuré nos sociétés vers, de la complexité. Et la complexité, il ne faut pas en avoir peur, c'est ça le progrès, c'est la complexification. Et donc, communiquer, aller dans l'entreprise pour échanger, mais encore une fois, communiquer, c'est dans les deux sens. C'est créer de la valeur. Communiquer, c'est créer de la valeur. La valeur, si je peux m'attarder sur ce point-là, Avec plaisir. c'est ce qu'on appelle en physique l'inverse, de l'entropie. L'entropie, c'est cette, notion qui fait qu'à chaque transformation, on échange l'information, donc on transforme quelque part, l'énergie. À chaque transformation d'énergie, bah, il y a une partie qui est dissipée souvent sous forme de chaleur, donc sous forme d'une énergie non utilisable, ou moins utilisable, pardon. Donc c'est ce qu'on appelle, le phénomène d'entropie. Mais souvent à l'inverse, localement, notamment dans le cerveau, on va créer, plus d'ordonnancement. Cet ordonnancement, en fait, c'est ni plus ni moins que, acquérir de l'information, la stocker. Cette acquisition d'information, bah, c'est
c'est ça qu'on appelle l'inverse de l'entropie, c'est la négantropie. Donc la création d'informations, créer de la négantropie ou importer de la négantropie dans son cerveau ou son cerveau collectif si on est plusieurs, c'est ni plus ni moins que du bien-être. Pourquoi? Parce que les mammifères ou les êtres vivants en général, plus ils comprennent, c'est-à-dire plus ils ont d'informations ou de connaissances, moins ils sont stressés. Mmh. Je parlais du stress tout à l'heure, stress de l'inconnu. Tout simplement, quand on ne comprend pas quelque chose, on en a peur. Donc on va créer des mythes pour essayer de se l'expliquer, mais et donc pour essayer à l'inverse de se rassurer, donc de faire baisser son niveau d'anxiété, et donc augmenter son bien-être, on va importer de l'information, donc baisser son entropie interne, l'entropie qui est dans le cerveau, et c'est à ça que servent les technologies de l'information comme le métavers, la blockchain aussi, ou les blockchains parce qu'elles sont plus réelles, ou demain l'ordinateur quantique. À chaque fois, c'est la même mécanique qui est de produire toujours plus d'informations et savoir la gérer, bien évidemment, pour organiser nos sociétés. On cherche à s'organiser. Et pourquoi on cherche à s'organiser? Parce que en s'organisant, on est toujours plus efficient et donc on peut aller chercher toujours plus d'énergie et c'est un cercle vertueux. Alors, les gens qui connaissent pas la thermodynamique ont peur de la transformation énergétique parce que, il y a cet amalgame, on Mmh. consomme de l'énergie, c'est négatif, parce que, en consommant de l'énergie, on tue la planète. Alors ça, c'est là encore, c'est des raccourcis, de pensée, malheureux, je pourrais pas les combattre totalement en quelques minutes, mais j'incite les gens à lire François Rodier ou à lire des économistes thermodynamiciens pour comprendre à quel point la planète est une grande machine thermique, on est face à deux énergies dans l'espace, l'énergie chaude des astres comme le Soleil, et puis l'énergie froide du vide spatial, et qu'entre ce chaud et ce froid, on ne crée pas seulement du vent sur Terre, mais on crée le mouvement convectif qui s'auto-organise en cellules de Bérard, et c'est ces mouvements fascinants qu'on appelle les systèmes complexes, que j'ai essayé d'étudier, que je continue à étudier, parce qu'on n'a pas percé tous les mystères, mais qui sont à l'origine des sciences de l'information notamment, et des sciences de l'organisation, parce que l'information et l'organisation, c'est un peu la même chose. Et c'est comme ça que fonctionnent les entreprises. OK, waouh! Et ben encore encore une fois masterclass. Merci pour cette explication. Souvent quand on parle de web, j'entendais parler de valeurs, justement qui transcendent un peu les modèles traditionnels et cetera. Franchement, je suis 100 d'accord avec toi mais parfois pour les gens qui nous écoutent, c'est la confiance envers le numérique qui les effraie et justement là-dessus, il y a, ce qu'on appelle, le rôle de l'identité numérique et les propriétés, des données. Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ça justement? Parce que souvent c'est vraiment le sujet, c'est la propriété intellectuelle, propriété des données, rôle de l'identité numérique dans la construction de cette confiance-là. En quoi justement ces sujets-là augmentent la confiance, envers le numérique? Alors, les crypto anarchistes, CryptoPunk, dès les années 80, se sont émus du danger de laisser passer dans les tuyaux du numérique une information claire et lisible, transparente. Se sont émus parce qu'effectivement, quand des personnes mal intentionnées peuvent capter toutes ces informations, elles peuvent s'en servir à À l'insu, mauvais escient. effectivement. Mais en fait, j'évoquais tout à l'heure ces mouvements-là, mouvements de répartition du pouvoir, on les a toujours eus depuis les premières tribus, où OK. on a à un moment besoin de concentrer l'autorité en centrale, puis de la redéconcentrer en périphérique, à l'échelle d'un individu. Et à chaque innovation de la gestion de l'information et du pouvoir, on a eu ces oscillations. Donc si je fais court, la parole a permis de démocratiser le pouvoir parce que tout le monde se dotait de parole. En revanche, l'écriture, les Sumériens, les plaquettes, les blocs d'argile qui ont été gravés, un petit nombre, une élite avait accès à cette écriture, cette tenue de compte. Donc on a eu un phénomène de concentration du pouvoir parce qu'effectivement celui qui tenait le crayon pour graver, il pouvait écrire finalement ce qu'il voulait. Donc il y a eu un excès de pouvoir qui a été ensuite, beaucoup plus tard, redécentralisé avec la Mmh. Chine qui a inventé le papier. L'écriture sur papier a permis de relibérer un peu le pouvoir de produire de l'information par l'écriture. Puis on l'a reconcentré, j'ai parlé de Gutenberg tout à l'heure, avec la presse à imprimerie, puis on l'a redéconcentré avec les machines à écrire personnelles, puis on l'a reconcentré avec les gros ordinateurs, les premiers qui étaient des mainframes, des macro-ordinateurs comme on dit en français,
puis les micro-ordinateurs ont redonné le pouvoir en local, en périphérie, au niveau de l'individu, puis le cloud computing et les grandes plateformes de type GAFA ou GAFAM, Big Tech, ont reconcentré, parce qu'aujourd'hui on utilise une plateforme pour communiquer à nous deux ou à tous les auditeurs, on passe par des concentrateurs, puis on va redéconcentrer parce que c'est ce perpétuel recommencement. La déconcentration, elle fera usage de clés cryptographiques qu'on utilise déjà sans le savoir, mais on sera encore plus dans des wallets, donc des portefeuilles numériques, principe de détention locale, donc dans sa poche, peut-être sous sa peau un jour ou dans sa rétine, on aura cette clé, cet identifiant décentralisé, DID en anglais, qui nous permettra de nous authentifier, donc de signer de son sang numérique qu'on est bien l'auteur de cette parole, de cette information, le producteur de cette information. Et qui dit producteur dit notion de droit de propriété. Et le droit de la propriété, aujourd'hui, il ne peut pas être géré sans tiers de confiance. Donc en immobilier, c'est les notaires. Pour s'échanger, on passe souvent par des plateformes de revente au milieu. Le Web3, c'est la volonté de pouvoir faire certains échanges sans tiers de milieu, d'aller plus vite. L'idée du progrès et de l'innovation, c'est toujours faire plus efficace, notamment en vitesse. Et le Web3, cette version de l'Internet qui serait capable de gérer la propriété sans arbitre, enfin, permettre de jouer à des jeux sans arbitre, c'est une réalité qui est en devenir. Je ne dis pas qu'elle est complètement atteignable dès demain, mais qui est un petit peu le sens de cette histoire d'oscillation entre concentration, déconcentration, concentration, déconcentration. La glace, le liquide, la glace, le liquide. Et on y va. Je ne sais pas à quel rythme. Ça date depuis 2008-9, enfin, ça s'accélère depuis le livre blanc du Bitcoin en 2008, l'arrivée du Bitcoin en 2009, janvier. Donc ça peut paraître lent. Après, souvenons-nous que les protocoles précédents, donc TCP/IP, qui ont fait les premières générations Internet, datent des années 70, qu'elles ont mis une vingtaine d'années avant de faire le World Wide Web. Je parle de 1992. En 1994, la France disait circuler, il n'y a rien à voir sur les autoroutes de l'information. On va garder des protocoles fermés comme le Minitel, le protocole X25 de Transpac. L'histoire n'a pas donné raison à cette notion de fermeture, de protocole trop propriétaire, trop fermé. Là encore, c'est de la thermodynamique. Plus on se ferme, plus on s'étouffe, plus on s'ouvre dans l'open, open source, open protocol, mieux c'est. Donc, les futurs protocoles ne sont pas encore aboutis. Je pense on a des pistes. J'ai cité Bitcoin, j'aurais pu citer Ethereum, Polkadot et plein d'autres protocoles blockchain qui proposent des compléments de l'Internet actuel pour notamment gérer la propriété, les droits. Mais je pense qu'on est, voilà, par rapport aux années 70, TCP/IP, alors on est peut-être pas en 70, mais on est peut-être plutôt en fin 80 ou début 90, mais on n'est pas encore aux années 2000. On n'est pas encore dans ce même niveau de maturité qui fait qu'on va complètement basculer vers le Web3 tous ensemble. Mais c'est normal. Encore une fois, c'est des cheminements qu'on a déjà vécu dans les précédentes révolutions de l'information. Et en attendant, on a une Europe qui réglemente, parce que c'est aussi nécessaire pour ordonner. Ordre et chaos sont les deux faces d'une même pièce. Dans l'ordonnancement des choses, elle a poussé EIDAS V2. La version 2 de EIDAS, c'est quoi? C'est notamment l'arrivée d'un portefeuille numérique pour gérer son identité, avec possibilité de décentraliser son identifiant numérique. Donc, décentraliser, ça veut dire potentiellement pouvoir recourir à des blockchains pour gérer son identité et les attributs de l'identité, des blockchains qui utiliseraient des mécanismes de preuve sans divulgation de connaissances, donc ça veut dire prouver qu'on est majeur sans forcément divulguer sa date de naissance. Ça, c'est un exemple le plus simple, mais ça peut être des choses plus sophistiquées. Et tout ça sans recourir forcément au data center unique et centralisé qu'on a aujourd'hui, qui soit étatique ou de big tech. Alors, c'est bien des compléments à chaque fois. On tente d'opposer l'un et l'autre. Il y aura toujours du big data centralisé pour faire tourner certains types d'algorithmes. Et puis, il y aura
pas forcément tout, ça fait pas de sens de dupliquer dans tous les nœuds d'une blockchain toutes les données du monde. Les blockchains ne sont Mhm. pas prévues pour ça. Elles sont prévues pour gérer des systèmes de signature, de preuves. Et il faut distinguer la preuve de la donnée brute. Et c'est dans cette nouvelle architecture qui est encore pas complètement mature et standardisée qu'on va se tourner. Ça prendra du temps, mais c'est un mal nécessaire, notamment à l'aune de l'IA. Hein, l'IA, c'est donner beaucoup de pouvoir à aujourd'hui peu d'entreprises, j'en ai cité quelques-unes. Le pouvoir des algorithmes, c'est le pouvoir de les aligner à des valeurs. Un algorithme, il apprend d'une masse de données, mais après, il est pondéré dans une direction ou dans une autre. Cette pondération, elle est entre les mains de quelques ingénieurs de sociétés qui entraînent les modèles et qui peuvent rendre euh, dans une couleur ou dans une autre le résultat d'une conversation avec un chatbot. Et pour ces raisons-là, c'est-à-dire d'excès de pouvoir entre un trop petit nombre de mains, les futures architectures où le citoyen ou l'utilisateur final aura aussi un mot à dire, elles sont encore à construire, ces architectures. Elles sont techniquement pas simples à construire parce qu'on n'a pas forcément la capacité en local suffisante, ou on n'a pas des algorithmes optimisés aussi pour tourner en local de la même manière qu'ils tourneraient en centrale. Mais voilà, de la même manière qu'on ne pensait pas possible l'ordinateur personnel. Hein. Il faut se souvenir que c'est Mhm. James Watson, qui était un des présidents d'IBM, avait prédit qu'il n'y aurait jamais plus de 5 ordinateurs dans le monde. Et donc il avait occulté le fait qu'on pourrait avoir des ordinateurs locaux, personnels. Et on en est un petit peu au même constat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui doutent d'une possible décentralisation. On ne pense que au big tech et au cloud computing, mais c'est encore une fois se mettre le doigt dans l'œil et ne pas embrasser, encore une fois, les 4 phases du cycle de Carnot et la phase de déconstruction, elle va arriver. Je ne sais pas quand, parce que c'est pas si prédictible que ça. C'est pour ça qu'on parle de criticalité auto-organisée, parce que le point critique, on ne sait pas quand il est atteint. Critique, c'est la crise, hein. Crise qui va vers une décentralisation. Mais il finit toujours par être atteint. Donc, c'est Pirbach, le Danois, qui expliquait ça avec le tas de sable. On ne sait pas quel grain de sable provoquera l'avalanche, mais avalanche, il y aura. Ok, bah encore merci beaucoup pour cette explication bien complète. Décidément, j'en apprends sur tous les sujets. Félicitations vraiment à toi, Julien. Je pense que le sujet effectivement de l'IA décentralisée, c'est quelque chose qu'on aura besoin dans le futur et je pense que ça va être vraiment une innovation technologique. Il y a un sujet qu'on partage beaucoup sur Token Talkers, c'est la tokenisation. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu as aussi autant de connaissances? Est-ce que c'est un sujet sur lequel on peut aborder et notamment l'importance de la tokenisation et des systèmes d'incitation? Absolument. Quand j'évoquais les limites actuelles de l'Internet, à savoir ne pas reconnaître la propriété d'une donnée, parce qu'aujourd'hui, la donnée, elle est duplicable et donc on peut rendre flou son origine et perdre la trace de son origine si on n'a pas un notaire, entre guillemets, ou un acteur tiers qui donc va tenir cette table de correspondance entre qui est propriétaire de quoi, tenir les comptes, hein, une banque pour faire simple. Aujourd'hui, l'Internet ne sait pas gérer cette limite et le token, pour répondre à ta question, c'est la façon moderne de gérer l'acte de propriété sans banque ou sans notaire au milieu. Et quand je dis acte de propriété, ça s'applique à une simple donnée, donc le mot qui vient de sortir de ma bouche, ou ça peut être un bien mobilier, immobilier, un titre financier, ce qu'on veut. Donc le token, c'est une solution à ce problème de la gestion des droits, et notamment droits de propriété. Le token, en plus par rapport à la gestion traditionnelle des droits de propriété, il est plus efficient, c'est-à-dire que au-delà de ne pas avoir recours à un acteur du milieu, on crée facilement un token, donc on peut le transférer facilement, on peut le fractionner s'il est fongible, on peut on peut l'auto-conserver, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, quand on est auto-souverain, grâce à sa clé cryptographique, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle dans le monde de la finance un conservateur dépositaire qui va conserver des titres de propriété. Donc, dans les titres financiers, ça peut être des actions, des obligations. Aujourd'hui,
et même légalement, en Europe, on a des règlements qui obligent à avoir des conservateurs. Donc il faudra, à terme, si on veut vraiment utiliser les tokens, aussi changer le droit, les réglementations. Donc aujourd'hui, on tokenise quand même, mais en doublon des systèmes traditionnels. En doublon parce que les réglementations n'ont pas évolué au point de se passer des acteurs du milieu. Donc on a un goût de token, mais sans avoir complètement la vraie valeur du token, qui est de se passer des acteurs du milieu pour faire ce qu'on appelle dans le jargon la DeFi, donc Decentralized Finance, finance décentralisée, où deux individus peuvent se faire un swap de token. Alors ça peut être un token de titre financier versus un token d'un actif de règlement comme un stablecoin qui représente une monnaie fiduciaire fiat, l'euro en Europe. Donc j'ai un token d'1 euro que j'échange contre un token de propriété d'une action d'entreprise. Et le swap, en fait, se fait dans un smart contract. Donc c'est un smart contract qui a le rôle d'un escrow en anglais, donc un arbitre qui va séquestrer les deux tokens, vérifier qu'ils sont bien là tous les deux, et après il va opérer le swap et donc changer dans la tenue de compte des blocs de la blockchain. Il va changer le registre en disant bah, voilà, Julien n'est plus propriétaire du token A, mais devient propriétaire du token B, et on a swappé A contre B. Et ces smart contracts portent un nom, c'est AMM en anglais, donc Automated Market Maker, donc des teneurs de contre automatisés et autonomes. Ça, c'est un potentiel énorme quand on vient des marchés financiers, qui ne sont pas encore efficients au sens physique qu'on aimerait, mais qui le deviendront. Alors, le chemin sera long, encore une fois, parce qu'il faut changer les réglementations et les cultures Ouais, c'est aussi, clair. les façons de faire un métier, ou de ne plus faire certains métiers. Donc, je ne pense pas que ce sera pour 2025, mais le potentiel est fascinant. Et encore une fois, la tokenisation, si on va jusqu'au bout, elle peut être bien au-delà des instruments et produits financiers traditionnels. Encore une fois, on peut potentiellement tokeniser tous les mots, encore une fois, qui sortent de ma bouche, en faire des tokens qui vont entraîner une IA ou pas entraîner une IA. J'aurai le choix de donner mon token pour entraîner une IA. Il faut voir le token comme une enveloppe avec un sceau, comme au Moyen Âge. Certification, ouais. Euh, voilà, une enveloppe cachetée avec mon sceau qui est ma clé cryptographique, qui va dire voilà ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe, que ce soit une data ou un titre, une action, une obligation, appartient à celui qui a mis son sceau, sa clé cryptographique. Le premier émetteur, le créateur émetteur de cette enveloppe timbrée ou cachetée. Et puis après, sur un marché secondaire, le prochain propriétaire, il mettra son propre sceau sur l'enveloppe, etc., etc. Donc c'est une nouvelle mécanique sur Internet, pour un Internet de la valeur, comme on l'appelle de nos voeux. L'Internet de la valeur, c'est un Internet qui permet l'échange de tokens à la manière des liquides. C'est pour ça qu'on parle de liquidité forte sur ces nouveaux marchés financiers. Donc le liquide, c'est extrêmement fluide et, euh, et ça répond au mieux à cette thermodynamique des fluides et à ce qu'elle recherche, hein, c'est-à-dire des échanges toujours plus rapides. OK. Bah, vraiment masterclass encore une fois. Sur tous les sujets, moi je me pose la question de comment tu fais pour connaître autant de sujets aussi bien? Vraiment je suis bluffé par ton niveau de compétences et de connaissances dans tous les sujets. Du coup, il y a un sujet sur lequel enfin, c'est pas un sujet, c'est justement, d'après toi, quel est le sujet actuellement, du côté, bah, web 3 ou futur tech qui est en train d'émerger, que tu surveilles du coin de l'œil ou que tu es en train justement d'apprendre comment il fonctionne et qu'on n'a pas encore parlé? Est-ce qu'il y a des sujets ou un sujet que tu surveilles un petit peu du coin de l'œil et que tu veux nous partager? Bah, déjà, merci Jean pour tes compliments, et je tempère et je nuance un peu. Je pense que j'ai forcément dit plein de bêtises, parce que, encore une fois, j'avais pas forcément préparé, et puis j'ai cette façon de penser en arborescence qui parfois me fait aller dans trop de directions. Donc j'ai certainement dit des choses qui auraient pu être mieux dites, mais merci quand même pour tes encouragements, et dans les choses que j'ai pas encore évoquées et que j'essaie d'étudier. On a parlé de l'apprentissage fédéré des IA. C'est un domaine
dans lequel il y a encore pas des résultats très probants. C'est très prometteur, mais sur le papier, mais pas si simple d'accès pour les raisons que j'évoquais, de réseau de machines, de puissance de machines locales, de machines au sens puissance et mémoire aussi, parce qu'il y a un vrai sujet de mémoire à court terme des IA. Autant elles ont une mémoire à long terme une fois qu'elles sont entraînées, mais la mémoire à court terme fait encore beaucoup défaut. Il y a la protection de la vie privée, il y a des Ouais. choses enthousiasmantes autour de ce qu'on appelle le chiffrement homomorphique complet, Ouais. donc en anglais FHE, Full Homomorphic Encryption. Ça, c'est prometteur, mais pareil, même si on sait le faire à petite échelle, à grande échelle, ça demande quand même toujours cette énergie qui va pas nous manquer dans le futur. Encore une fois, l'énergie, elle est infinie, elle est constante dans l'univers. C'est juste notre intelligence qui est très finie et qui ne sait pas aller activer toute l'énergie activable qu'on a autour de nous. Donc, pour l'instant, il nous manque cette énergie pour faire de l'encryption, le chiffrement, pardon, homomorphique entier. Mais alors, c'est vrai que je ne l'ai pas défini, mais globalement, c'est l'idée de faire de la statistique, enfin, du calcul sur des données qui sont chiffrées sans avoir à les déchiffrer. Donc on garderait notre vie privée parce que tout serait chiffré. Et puis, pour autant, on pourrait calculer sur nous des choses, entraîner des modèles statistiques, parce que l'IA n'est que de la statistique, hein, n'est que pour l'instant de l'interpolation et un tout petit peu d'interpolation, d'extrapolation, mais pour autant c'est de la statistique, donc bayésienne, et le FHI est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant beaucoup plus lointain? J'évoquais tout à l'heure l'informatique quantique. Je suis même pas sûr Ouais. que je vivrai assez longtemps pour la voir vraiment apparaître. C'est enthousiasmant, mais avec peu de recul quand même sur les algorithmes qui pourront vraiment euh, tirer des bénéfices de cette façon de calculer avec, avec ces états quantiques. Et puis, qu'est-ce que j'aurais oublié? Euh, Ça en fait déjà pas mal de sujets. Ça en fait déjà pas euh, mal. Alors, c'est un océan d'inconnus qui a face à nous, qu'on a face à nous, ce qui est à la fois enthousiasmant mais effrayant, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on avance dans une direction, qu'on fait une découverte, finalement, on découvre encore plus d'inconnus derrière. Et donc, voilà, j'oublie tout ce que j'aurais envie de citer, tant cet océan de connaissances Et immense. est immense et infini. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, en tout cas, merci vraiment pour le partage sur tous les sujets. C'est impressionnant, le niveau de connaissances que tu as. On arrive gentiment à la fin du podcast. On sait que, voilà, ton temps est précieux. On avait encore plein de sujets à voir ensemble, mais au pire, on refera un podcast. Dans tous les cas, il y a plein de sujets intéressants. Mais on doit te libérer et quand on arrive à la fin du podcast, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc le mot de la fin, ça peut être un mantra, une anecdote, ça peut être un sujet, qu'on n'a pas encore abordé, que tu voudrais aborder, qui a peut-être rien à voir avec les nouvelles tech, mais ça peut être un sujet lié à ta boîte, une anecdote sur un développement au sein de Deloitte, peu importe. Ta carte blanche et ça peut durer 30 secondes comme 10 minutes, c'est toi qui décides. Et on te laisse le mot de la fin. Euh, Bah, écoute, merci avant tout, Jean, de m'avoir donné cette parole libérée, parce que je suis parti dans toutes les directions. C'est trop Je pense intéressant, que vraiment, c'était trop intéressant. merci, Jean. Je vais poursuivre dans cette idée de liberté et d'ouverture. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je répète, on peut pas vivre sans ouverture et sans échange. Je pense que j'aimerais que les gens se force à s'ouvrir à des champs de pensée, des champs de discipline, de sciences bien plus multiples que ce qu'ils ont coutume de faire. Les gens, malheureusement, ont tendance à vouloir rester dans une zone de confort, dans un silo. Ouais. Alors, encore une fois, c'est naturel, on est programmé pour avoir son confort et sa zone de sécurité. Et puis, trop souvent, et ça c'est très propre à nos cultures, euh, un peu européenne, on n'aime pas se mettre en bascule avant et se tromper en gros. Les Américains ont cette force de ne pas avoir ses préjugés sur la chute, sur l'échec. Et
et encore une fois, l'échec, la chute, je vais reciter l'exemple des 4 saisons, mais il faut que les feuilles chutent des arbres pour l'automne, pour repartir dans un cycle vertueux d'un printemps meilleur. C'est comme ça que c'est créé la vie sur Terre. Mhm. C'est par des crises, des chutes. C'est comme ça qu'on a appris à se lever, à marcher, et qu'on apprendra encore une fois, d'autres capacités nouvelles. Et à chaque fois que je parle de ça, malheureusement, je vois des gens se fermer les oreilles, les yeux, parce que l'approche scientifique ne plaît pas à tout le monde. Le mot thermodynamique fait peur parfois. Moi-même, hein, je n'ai pas toujours apprécié à sa juste valeur cette métascience, parce elle est au-dessus des autres. J'ai très longtemps refusé d'ouvrir des livres de thermodynamique. Alors après, la façon d'apprendre, elle joue pour beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de voir des vidéos et de lire des livres de François Rodier, qui nous a malheureusement quittés cet été. Mais François Rodier, c'était un astrophysicien brillant qui, en observant les étoiles, finalement, et puis en échangeant aussi avec des chercheurs, a compris qu'il y avait cette loi de la nature à s'auto-organiser, que ce soit dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit, et qu'en fait, derrière ce mot thermodynamique, il y a plein de réalités, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui sont à la fois d'échanger des mots ensemble, de manger, de se mouvoir, de s'organiser autour d'entreprises. Et moi, ce que j'aimerais en conclusion faire passer comme message, c'est intéressez-vous quand même à cette notion, ce processus d'évolution qui est la criticalité auto-organisée. Elle a été, au-delà de François Rodier, elle a été quand même présentée par plein d'autres scientifiques, Eric Chaisson, Eric Jones, et j'en oublie, plus proche de nous, Pierre Noisa, qui a créé Mhm. Pemium. C'est vrai qu'au départ, on peut penser que c'est réservé à des scientifiques qui ont une formation de sciences ou des ingénieurs. Mais en fait, c'est faux. Encore une fois, ça peut être vraiment vulgarisé pour que tout être humain qui mange et qui dort se reconnaisse dans ces actions-là de manger, de dormir. C'est des actions thermodynamiques. Et l'autocatalyse, c'est-à-dire la reproduction, là aussi, ça fait partie de cette équation thermodynamique. Et je trouve ça dommage que les gens se ferment des chemins vers la connaissance et se brident, se censurent. Donc, ouvrez-vous. Vraiment, l'ouverture, c'est la vie. Et ouais, je voudrais pas être plus long parce que je suis très bavard. Mais j'espère ne pas avoir endormi tout le monde. J'espère Mais non. avoir communiqué, transmis un minimum de ma passion. Elle est immense. Voilà, j'apprécie les 4, et quelques milliards d'années d'évolution de notre planète. C'était long. Je pense que ces années d'évolution récente sont encore plus enthousiasmantes parce que du coup ça va beaucoup plus vite. Mais ça suit le même chemin, encore une fois. N'ayons pas peur de l'organisation, de l'auto-organisation de l'univers. Elle va vers la négantropie, c'est-à-dire elle va vers une forme de grande intelligence, de grande connaissance. Et donc, du coup, embrassons cette connaissance. Accédons à l'Internet l'Internet Web 3 demain pour s'enrichir dans tous les sens du terme. Voilà, je ne serai pas plus long, mais merci en tout cas, Jean, de ton temps. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Et puis j'espère à bientôt pour aller encore plus loin dans ces tentative d'explication. Ouais, génial, génial. À très vite, en tout cas, sur un nouveau épisode des Token Talkers. Bravo, Julien, pour tout ce que tu fais. Quel est le meilleur moyen de te contacter? Si on veut parler avec toi, parce que bah, voilà, tu as un esprit qui est brillant, quel est le meilleur moyen de te contacter? C'est LinkedIn? LinkedIn, j'essaie de publier un article par jour ou tous les 2 jours Wow. sur ces passions que sont la science ou les sciences en général. Et donc, bah, ça me ferait plaisir, effectivement, si des gens peuvent me commenter ces articles. Encore une fois, je dis beaucoup de bêtises, c'est obligé. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur de se tromper. C'est comme ça qu'on fait de la science. Donc, corrigez-moi, interpellez-moi, ce sera avec grand plaisir pour continuer à avancer. Ok, bah bravo. Bravo encore, Julien, pour tout ce que tu fais. Impatient de voir tous tes prochains posts sur LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de valeur dedans et je le sais. Donc voilà, vraiment, merci pour ton temps. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast et à très vite. Merci beaucoup, Jean. Merci à tous. Au revoir.